Bonjour. Alors, merci pour l'invitation et merci pour les mots de présentation. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que les philosophes et les phénoménologues surtout appellent d'une façon, à mon avis, très générique, vie, mais qu'il vaudrait mieux, à mon avis, appeler les vivants pour en souligner les caractères d'actes. Les vivants, est-il du mouvement? La question peut apparaître bizarre. Comment peut-on douter du caractère du mouvement du vivant? L'existence, à n'importe quel niveau, comme a écrit par exemple le phénoménologue tchèque Patočka, est de telle espèce non seulement que le mouvement lui appartient par essence, mais qu'elle est par toute sa nature mouvement. Fin citation. Les sens communs et la science s'accordent avec Aristote sur ces points essentiels. Les vivants seraient de la kinésis du mouvement. Mais, juste chez Aristote, on trouve les ressources pour une problématisation de cette évidence. La référence à Aristote sera donc pour moi fondamentale pour trois raisons. Tout d'abord, parce que dans la physique d'Aristote, nous trouvons énoncé clairement la conception classique du mouvement. La kinésis est définie par Aristote comme co-essentielle à l'étant. La kinésis a les caractéristiques suivantes pour Aristote. Elle présuppose un sujet, quelque chose de sous-jacent qui se meut. La kinésis présuppose aussi une matière. Il n'y a pas de mouvement sans matière. La kinésis implique une transcendance et elle est intentionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de kinésis sinon par rapport à quelque chose qui se meut. Les devenirs, c'est les devenirs de quelque chose. La kinésis vise toujours quelque chose de déjà donné, c'est-à-dire une transcendance présupposée. Où il y a kinésis, il y a composition des termes. Aristote dit qu'il y a kinésis quand le sujet passe d'un contraire à l'autre. Le sujet est un quand au nombre, c'est la même chose qui se met, qui devient, mais il n'est pas un quand à la forme, c'est la même chose qui devient, mais en devenant, elle se fait autre. Par exemple, elle se fait des scènes malades. Ce mouvement d'un contraire à l'autre est continu, c'est-à-dire indéfiniment divisible et homogène, c'est-à-dire qu'il se divise indéfiniment en parties qui ont toutes la même nature. Il n'y a que des différences des degrés dans un mouvement continu et homogène. Le mouvement est infini dans le sens de l'infini privatif, c'est-à-dire sans terme maximum ou minimum. Où il y a de la kinésis, selon Aristote et selon la conception classique, il y a du manque. Il y a de la privation, c'est-à-dire stérésis, et il y a de la tension vers une forme absente. Les désirs structurent les mouvements et il s'agit d'un désir qui, par sa même nature, doit rester tel. Finalement, sur le plan métaphysique, kinésis veut que l'être se dise
selon la couple des signifiés puissance-acte, comme actualisation d'une puissance d'être. Or, si l'acte du vivant était du mouvement kinésis, alors les plans de la matière seraient les plans substantiels et toute explication du vivant l'impliquerait comme fondement ultime. L'acte du vivant présupposerait une transcendance et devrait être compris intentionnellement comme désir ou manque. Sa durée serait continue et homogène et il impliquerait une causalité transcendante d'ordre mécanique et finalistique. Enfin, finalement, l'ontogénèse devrait être pensée à partir du modèle démiurgique, c'est-à-dire anthropologique, en tant que composition des matières et formes, en tant que réalisation des possibilités préalablement données. Mais la référence à Aristote est essentielle pour moi, aussi pour deux autres raisons. Parce que, tout d'abord, c'est justement le même Aristote qui remet en question la généralisation de ces modèles à toute activité. Évidemment, déjà dans les textes aristotéliciens, l'ontogénèse fait en effet exception à ces schémas. L'ontogénèse, c'est-à-dire la génération-corruption, Genesis Hora, présente des caractères incompatibles avec les mouvements kinésis. L'ontogénèse est un acte simple et indivisible qui a son pivot dans un instant. Aristote dit dans un temps insensible par sa petitesse, l'exaiphness, l'instant, qui est en dehors de la continuité et de la homogénéité du temps chronique. C'est un processus, bien sûr, c'est de l'activité, bien sûr, mais ce n'est pas l'ontogénèse du mouvement. Mouvement au sens propre du terme, nous l'avons vu, est juste celui qui va ektinos eisti, c'est-à-dire des substrats à substrats. Mais la référence à Aristote est essentielle, aussi et surtout parce que chez le même Aristote, nous trouverons une autre conception de l'activité, irréductible à la dimension de la kinésis. Ma thèse, c'est que cette autre conception de l'activité est la plus adéquate pour penser l'acte du vivant, pour penser l'ontogénèse, pour penser les processus d'individuation. Évidemment, naturellement, je ne parle pas en historien, je ne suis pas un historien de la philosophie, mais je parle en philosophe et je me demande, pour penser l'activité vitale, pour penser l'énergie de la vie, est-il possible partir de la conception aristotélique de l'acte pur, en exploitant toutes ces ressources, en allant donc bien au-delà du cadre métaphysique d'Aristote? Revenons maintenant au sujet de notre colloque. Dans le 3e chapitre de Les normales et les pathologiques, dédié à Claude Bernard et la pathologie expérimentale, Georges Canguilhem montre que l'erreur de Bernard a été juste celui d'avoir pensé l'activité vitale sur les modèles du mouvement. À la question « l'acte du vivant, c'est du mouvement », Bernard, en médecine et un homme de science, aurait répondu affirmativement. Bernard comprend d'une façon tout à fait aristotélicienne, l'acte de vivre comme un mouvement caractérisé par la continuité et l'homogénéité, impliquant un substrat qui passe d'un contraire à l'autre. C'est pourquoi qu'il peut dire que la physiologie et la pathologie sont en dernières analyses une chose seule et unique. La science, nous apprend en effet Aristote, vise un genre déterminé et dans un genre déterminé,
Les contraires sont les termes qui, dans son domaine, sont ce qu'il y a de plus opposés. Santé, maladie, par exemple. Il n'y a donc qu'une seule science de la santé et de la maladie, entre lesquelles il n'y a que deux différences de degrés. Il s'agit d'une thèse ontologique et pas simplement épistémologique. En effet, quand Guillaume écrit, l'idée de la continuité entre les normales et les pathologiques chez Bernard est elle-même en continuité avec l'idée de la continuité entre la vie et la mort, entre la matière organique et la matière inerte. Fin citation. Vie et mort, nature organique et matière vivante, sont les contraires qui s'opposent les plus quand les normales et les pathologiques. Ils présupposent un sujet, un substrat. Comment? Leur différence est juste une différence de degrés. Par conséquent, tout comme il y a une seule science pour les normales et pour les pathologiques, la vie, selon Bernard, dit Canguilhem, est identique à soi-même dans la santé et dans la maladie. Ainsi, il y a une seule science pour les vivants et pour les morts. Il y a une seule science pour la matière organique et pour la matière inerte. La réponse positive à la question qui demande si l'acte du vivant, c'est du mouvement, implique alors, continue Canguilhem, l'omnivalence du postulat déterministe et l'identité matérielle de tous les phénomènes physico-chimiques, quel qu'en soit le siège et quelle qu'en soit l'allure. Fin citation. L'essai de 1943 de Canguilhem est au contraire une réponse négative à la question qui demande si la vie est de la kinésis. Les vivants ne présupposent pas, selon Canguilhem, un substrat qui passe d'un contraire à l'autre. La différence entre normal et pathologique, c'est une différence de nature et non pas de degrés. En utilisant le vocabulaire d'Aristote, on pourrait dire que pour Canguilhem, la relation entre le normal et le pathologique, c'est une relation de homonymie. C'est-à-dire, c'est une différence sans genre commun, c'est une différence originelle. Cela ne signifie pas, naturellement, nier la continuité qu'il y a entre les normales et les pathologiques, parce que c'est une évidence qu'on tombe malade et qu'on guérit. C'est-à-dire que nous devenons autres sans briser cette unité qui nous sommes. Toutefois, la continuité est connectée par Canguilhem avec l'hétérogénéité. Et moi, à mon avis, la connexion entre continuité et hétérogénéité, c'est le moment proprement bergsonien de l'épistémologie de Canguilhem. À différence d'une multiplicité de simples juxtapositions, une multiplicité de compénétrations, c'est-à-dire la durée, est en effet caractérisée par Bergson, selon Bergson, par une continuité tout à fait particulière. Elle se divise sans cesse seulement en changeant de nature. La division, mais le mot ici n'est pas approprié, car il laisse entendre en totalité déjà donné quelque part. Il vaudrait mieux, à mon avis, d'en parler de différenciation. La division, la différenciation, selon Bergson, c'est création des réalités qui, avant de s'actualiser, n'étaient même pas possibles. Bref, il n'y a pas de fondement ontologique de la différence, il n'y a pas un des plusieurs qui se situe par rapport aux plusieurs dans lesquels il se différencie dans une dimension de survol. Pour expliquer la indiscutable continuité entre les normales et les pathologiques, qui diffèrent par nature, Canguilhem écrit en effet la progressivité dans avènement, c'est-à-dire de la maladie, l'arrivée de la maladie ou de la guérison, n'exclut pas l'originalité d'un événement. En résumé, contre l'épistémologie de Bernard, Canguilhem observe que l'acte du vivant n'est pas de la kinésis. Il est plutôt duré, il est un progrès créateur qui se fait par différence
qui sont des actualisations. C'est l'unité d'une multiplicité, unitas multiples. Le 1 n'est pas donné, n'est pas sujet, n'est pas ce qui est au-dessus, n'est pas ce qui est au-dessus, mais il s'est fait un en se différenciant et en s'autoconstituant grâce à la différence. La différence est ontogénétique, la différence c'est l'activité vitale. Ceci me paraît finalement l'essence de la normativité dont Canguilhem parle. Canguilhem, critique de Bernard, nous mène au cœur de la question, penser les vivants au dehors de l'horizon de la kinésis veut dire penser une substance qui est son même acte, un être du devenir et non pas un être de devenir, dans le devenir. Un être, comme aurait dit le grand philosophe anglais Whitehead, un être sujet super-G, c'est-à-dire un être qui est l'effet de sa différence, un acte. Cela, à mon avis, signifie revenir, en quelque façon, à la notion clé de la métaphysique et de la théologie d'Aristote, c'est-à-dire à la notion d'acte, énergie. Déjà, chez Aristote, le plus grand philosophe de l'activité, l'acte non seulement s'émancipe du mouvement, mais afin de pouvoir se définir comme acte, s'oppose à lui. Là où il y a des actes, il n'y a pas de mouvement. Une thèse qui ne fait pas de scandale auprès des historiens de la philosophie. Tout le monde la considère comme évidente lorsqu'on la réfère aux premiers moteurs immobiles. Les dieux des philosophes, tout le monde le sait. Le dieu du livre lambda de la métaphysique, c'est un acte qui manque de toute potentialité. Donc, il est étranger par nature au mouvement. Mais Aristote, dans les livres Theta de la métaphysique, l'étend, cette définition d'acte, à toute action qui aurait la caractéristique de contenir en soi-même sa propre fin, c'est-à-dire à l'action immanente. En Theta 6, Aristote distingue en effet l'activité parfaite, dénommée praxis, qui ne sera du mouvement que par homonymie. La distingue de l'activité imparfaite, dénommée poiesis, production, la seule qui puisse être appelée véritablement mouvement. La différence entre les deux, praxis, poiesis, est de nature et pas de degré. La relation, c'est une relation d'homonymie. Parfaites sont les activités qui ont leur fin en leur même avoir lieu, tels que les voir, les connaître, les penser, mais aussi les vivre. En effet, dit Aristote, pour montrer tout ça, c'est dans le même temps, c'est-à-dire dans le même présent, que je vois et que j'ai vu, que je connais et que j'ai connu, que je pense et que j'ai pensé, que je vis et que j'ai vécu. Donc, pas de transcendance de l'objet visé, pas d'intentionnalité, pas de manque, pas de désir. Imparfaites sont les activités qui ont leur propre fin en dehors d'elles, telles les maigrir, il s'agit des exemples des Aristotes, les maigrir, les bâtir et en général les produire. En effet, ce n'est pas dans le même temps, dans le même présent, que j'ai maigri et que j'ai rejoint les poids formes, que j'ai bâti et que j'ai bâti la maison. Elles impliquent toutes la transcendance de l'objet visé,
elles impliquent toute l'intentionnalité, elles impliquent tout les manques et les désirs. Cette distinction nous aide à comprendre, dit Aristote, ce qu'est energeia et ses propriétés. Bref, energeia, l'acte, c'est l'action parfaite immanente. Par ce temps, on dénote cette activité dont l'accomplissement intellectuel, non? Dont l'accomplissement est immanent à l'exercice de l'activité même. Là où il n'y a pas, là où il manque, cette coïncidence, là où la substance ne coïncide pas avec son acte, là où il y a de la divergence entre l'énergia et l'intellectia, l'énergie et l'intellectu, là, il y a de la kinésis. Là, selon Aristote, il y a du mauvais infini, energeia ateles. Là, il y a finalement de la poiesis, de la production, de la démiurgie. Il y a l'homme qui travaille, de l'homme au travail. Energeia, en tant qu'action parfaite immanente, n'indique pas un état, n'est pas le contraire de la kinésis, ce n'est pas de la stasis, ce n'est pas du repos, plutôt, il s'agit d'un triton, c'est-à-dire c'est le troisième à côté des stasis et kinésis, des repos et des mouvements, qui sont les plus opposés dans les domaines d'un genre commun. Notre question, peut-être, n'était pas si oisieuse ou inutile. Ce que je soutiens, alors, c'est que la notion aristotélicienne de praxis, c'est-à-dire d'action parfaite immanente, nous fournit les cadres ontologiques de l'activité vitale. La vie, écrit Aristote, c'est de la praxis, ce n'est pas de la poiesis. Nous trouvons cette affirmation dans la politique. Aristote est en train de parler de l'action délibérative humaine. La vie en question, la vie qui est de la praxis, pas de la poiesis, c'est la vie de l'homme en tant qu'animal politique. Toutefois, nous nous trompons, à mon avis, si nous la confinons, cette affirmation, dans le seul domaine de la vie humaine, ou pire, si nous la considérons comme une forme de naïve projection anthropomorphique de la façon d'être de l'homme sur la nature. Le schéma de la praxis, a écrit enfin un très fin exégète de la biologie aristotélicienne, Pierre-Marie Morel, le schéma de la praxis n'est en réalité ni anthropologique, ni biologique, mais avant tout ontologique. L'action humaine, c'est encore Pierre Morel qui parle, l'action humaine et l'action naturelle relèvent toutes deux d'un modèle commun de l'activité immanente. Le texte d'Aristote a une portée qui excède les cadres anthropologiques, puisque Aristote étend les concepts de la praxis à tous les processus, à les plantes, à les astres. On pêche plutôt par anthropomorphisme quand l'on interprète l'activité naturelle sur les modèles de la poiesis, c'est-à-dire de la production. Là, il y a l'anthropomorphisme. L'essence ultime de la recherche entreprise en solitude par Gilbert Simondon n'était pas justement celui de libérer l'ontogénèse de ses préjugés anthropologiques en lui restituant la valeur d'action parfaite immanente. Je ne peux pas ici aborder la question qui est très complexe. Il suffit de rappeler que tout compte pour Canguilhem, l'activité vitale, la normativité n'est pas mouvement. Ainsi, l'ontogénèse, pour Simondon, n'est pas production.
Le processus n'est pas concevable sur les modèles de l'action humaine imparfaite, sur les modèles de la poiesis. La réduction de l'activité vitale au mouvement signifie en effet anthropomorphisme. Mécanicisme et finalisme sont engendrés par cette superstitieuse projection sur la nature de la façon d'être de l'homme et plus précisément de l'homo faber. On peut dire, en reprenant les mots qu'a utilisé hier Frédéric Worms, de la superposition de la logique humaine sur la logique du vivant. Au contraire, les vivants, c'est un tout ouvert, l'expression c'est de Bergson, c'est un tout ouvert, c'est-à-dire c'est un processus d'individuation qui ne présuppose pas un sujet, mais qui est le sujet même dans son se faire et dans son se défaire sans cesse. Un sujet supergé, aurait dit Whitehead. Patočka, que nous venons de citer au commencement de ma relation, Patočka donne une définition très belle, à mon avis, des vivants, quand il parle de mouvement originel. Mouvement originel. Il dit, le vivant, c'est le sujet, c'est un mouvement qui ne reçoit pas son unité du substrat conservé, mais qui crée elle-même sa propre unité et celle de la chose en mouvement. Seul le mouvement conçu de cette manière, dit Patočka, est mouvement originel. Fin citation. À qualifier ce mouvement, chez Patočka, c'est l'adjectif originel, qui est évidemment le signe d'un embarras théorique. C'est le signe du fait que la notion aristotélicienne de kinésis, pour penser l'acte du vivant, ne marche pas. Il faut la poser en époqué. L'acte du vivant s'est reçu alors entièrement dans son même procès d'actualisation, et son advenir qui est toujours l'advenir de quelque chose qui n'était déjà là avant, qui n'était déjà là en puissance avant. L'époque de la kinésis est aussi inévitablement l'époque du dispositif métaphysique le plus puissant qui était jamais créé, c'est-à-dire le dispositif puissance-acte. C'est en effet le devenir, c'est un absolu, alors les possibles s'engendrent avec le réel. Bref, on pourrait dire que les mégariques, ces mégariques qui soutiennent, comme disait Aristote, qu'il y a de la puissance juste quand il y a de l'acte, les mégariques avaient raison. C'est une question très complexe que je ne peux pas aborder. Mais c'est les vrais, maintenant, coïncident. Comme disait le philosophe italien Vico, il coïncide avec les factum. Il a été corrigé par le grand philosophe italien Gentile, et il a dit ce n'est pas les factum, c'est les fieri. Les vrais coïncident avec les fieri, c'est-à-dire les vrais, c'est les se faire et les se défaire sans cesse, pas les factum. Et Gentile avait corrigé encore mieux la proposition de Vico en disant les vrais, c'est les factum quatenus fit, c'est-à-dire c'est le factum, c'est le fait tant qu'il est. Alors, si le vrai, c'est le devenir, si le vrai, c'est le fieri, si le vrai, c'est laisser faire, alors la primauté de l'acte, revendiquée par exemple par les mégariques, signifie maintenant, ne signifie plus ce que les mégariques pensaient, mais il signifie maintenant la primauté du devenir en tant que création sans cesse de nouveautés qui, avant de se réaliser, n'était même pas possible. Si la durée est créatrice, la puissance en tant que possibilité vient après quand les jeux sont faits. Elle a affaire, la puissance, juste à l'intelligence, à la logique de l'homme, non, à l'intelligence humaine qui, pour des buts pratiques, veut maîtriser les mouvements, c'est-à-dire qu'elle veut administrer et elle veut aller jusqu'à produire aussi
la vie, comme nous avons écouté hier en écoutant la relation sur la biologie nazie. Les dispositifs puissance-acte permettent en effet de projeter sur les vivants les modèles démiurgiques, artisanales, anthropomorphiques, et d'interpréter la vie, c'est-à-dire la vie qui vit, la praxis, comme une poiesis, c'est-à-dire sur les modèles du travail, de la production. Dans la perspective de la vie en tant que création, comme création, au contraire, c'est l'acte du différé qui fonctionne comme cause, qui est originaire. Tout comme le réel, le possible est juste l'un des effets de la différence. La différence en acte, voilà les premiers moteurs du mouvement infini, les moteurs de tout moteur. Le différé de la différence est l'activité du vivant, alors. Les mouvements originels dont parlait Patočka, un mouvement juste homonyme avec la kinésis, à ses interlocuteurs, mécanicistes et finalistes. Bergson rappelait qu'il aurait suffi d'un simple coup d'œil sur le développement d'un embryon pour se rendre compte que la vie, il dit, s'y prend tout autrement. Elle ne procède pas, je cite Bergson, par association et addition d'éléments, mais par dissociation et dédoublement. Fin citation. L'embryogenèse nous apprend que le vivant, c'est un être qui est l'effet de sa différence. Une différence à s'entendre non plus dans la figure de la relation à l'autre, mais en celle de la auta kathauta, c'est-à-dire de l'en soi pour soi, c'est-à-dire comme différenciation autoconstituante. Bref, selon ces perspectives, les vivants, c'est une multiplicité de compénétrations, c'est de la normativité. Bergson appelait cet acte rigoureusement désubstantialisé, cet acte qui n'est pas rien de ce qui est donné en étant à l'origine de tout ce qui est donné. Bergson appelait cet acte tendance ou élan, mais la tendance n'est rien d'autre que différence en acte. Alors nous nous demandions au départ quelle sorte d'activité est-ce le vivre. Nous pouvons maintenant essayer de répondre. Les vivants, c'est de la normativité, c'est de la substance qui s'est reçue dans son même acte, dans l'acte de différer de soi-même. Les vivants, c'est ce qui est vraiment vivre dans les vivants, c'est de la praxis. Il faudrait alors corriger, à mon avis, sur un point essentiel, ce que les épistémologues et les phénoménologues de la vie sont en train de dire du vivant et de son devenir depuis à peu près un demi-siècle. Il s'agit d'une correction presque imperceptible, mais à mon avis essentielle sur le plan spéculatif. Le vivant n'est pas de la autopoiesis, de la production de soi, mais il est de la praxis, de l'énergia, ou si vous voulez, de l'acte pur. Merci pour votre attention.